Docker et les conteneurs, c'est quelque chose qui est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de faire avec des machines virtuelles ou avec des serveurs physiques, que parfois on veut prendre ces connaissances-là et les appliquer aux conteneurs, et en fait c'est des mauvais réflexes. Et donc justement le premier réflexe qu'on peut avoir, qui est un petit peu instinctif quand on a utilisé des machines virtuelles, c'est de traiter justement des conteneurs comme des machines virtuelles. Donc la première chose là-dessus, c'est, bon, on le voit de moins en moins, mais ce qui était très très courant au départ, quand les conteneurs ont commencé à se populariser, c'est de vouloir par exemple installer un serveur SSH dans son conteneur pour pouvoir se connecter à son conteneur. De la même manière, dans une machine virtuelle, eh ben, on a plusieurs processus qui tournent pour faire fonctionner un service. Par exemple, si j'ai un serveur LAMP, donc Linux, Apache, MySQL, PHP, et ben, je vais vouloir dans mon conteneur avoir la même chose et donc utiliser un seul conteneur pour avoir à la fois mon Apache PHP et à la fois mon MySQL. Et donc ces deux choses-là, le fait d'installer SSH en plus de son service et le fait d'installer la base de données et le serveur web dans le même conteneur, c'est un petit peu le même problème. On peut le faire, mais on perd beaucoup des avantages d'utiliser des conteneurs. Quand on démarre un conteneur, on précise un processus à lancer dans ce conteneur, et ce processus-là, c'est le processus un petit peu maître, c'est le premier processus qui est lancé dans mon conteneur, et c'est celui-là dont Docker va s'occuper. Donc par exemple, quand ce processus il va émettre des logs dans sa sortie standard, ces logs-là ils vont être récupérés par Docker, et puis on peut les consulter après depuis l'extérieur du conteneur assez facilement. Quand ce processus-là crash, et on peut faire en sorte que Docker redémarre le conteneur, etc. Donc bref, il y a plein d'avantages. Et donc imaginons que j'ai à la fois MySQL et que j'ai à la fois Apache dans mon conteneur, et si MySQL, le processus MySQL meurt ou crash, et je vais pas forcément être au courant, parce que si mon premier processus c'est mon processus Apache, je vais jamais savoir que mon MySQL a planté, quoi. De la même manière, si je veux consulter mes logs, soit je vais avoir les deux logs qui sont mélangés dans la sortie standard, soit je vais devoir me connecter dans le conteneur pour pouvoir aller récupérer des logs et tout, et c'est beaucoup moins pratique que d'avoir directement Docker qui récupère les logs pour vous, quoi. Et donc de la même manière, avoir SSH dans un conteneur, c'est avoir un processus supplémentaire à s'occuper, dont on n'a pas vraiment besoin, parce qu'on peut utiliser la commande docker exec pour pouvoir rentrer dans le conteneur et puis pouvoir aller regarder ce qui se passe si jamais on a besoin. Par contre, attention, quand on utilise docker exec, c'est pas vraiment pour rentrer dans le conteneur, pour pouvoir aller s'amuser à aller modifier les choses à droite à gauche. Ça, c'est une erreur aussi qui peut être courante. C'est comme on pense que notre conteneur c'est un peu comme un serveur ou une machine virtuelle, et si j'ai une modification à faire, une modification de configuration ou n'importe quoi, installer un package ou quelque chose, utiliser docker exec pour faire cette installation, c'est pas du tout la bonne manière, parce que si notre conteneur crash ou redémarre ou quoi que ce soit d'autre, on va repartir de l'image de base, et l'image de base, elle contient pas tout ce qu'on a fait avec docker exec. Et donc on va perdre les choses qu'on a installées ou les modifications qu'on a faites. La bonne manière de faire ça, c'est de créer une nouvelle image, ou plutôt une nouvelle version de l'image qu'on était en train d'utiliser. Et donc on va prendre l'image qu'on était en train d'utiliser, on va pas la modifier parce que c'est pas possible de modifier une image dans Docker, elles sont immutables, elles sont inchangeables, c'est un avantage, c'est pas un inconvénient. Et donc on va faire une nouvelle version de cette image, donc en fait une deuxième image basée sur celle-là, qui contient nos modifications, et on va redémarrer notre conteneur avec la nouvelle image qu'on vient de créer. Et là, de cette manière, si notre conteneur il plante, s'il a un processus qui plante et qui fait redémarrer le conteneur, on va redémarrer avec la nouvelle image qui contient toutes les modifications qu'on avait besoin. Donc ça, c'est la première chose un petit peu à oublier quand on utilise des conteneurs. Les conteneurs sont jetables, s'il y a un problème, le conteneur on le redémarre, même si on veut juste rajouter une ligne dans un fichier texte quelque part, on va créer une nouvelle image, et puis on va détruire le conteneur qu'on avait, et puis le remplacer par un conteneur qui est basé sur la nouvelle image qu'on vient de faire. Une deuxième erreur aussi qu'on peut faire quand on commence à utiliser des conteneurs, c'est de vouloir faire plusieurs images par environnement. Alors imaginons que j'ai un environnement de dev et que j'ai un environnement de prod. Évidemment, il y a peut-être des petites différences que je vais vouloir avoir entre ma dev et ma prod. Peut-être qu'en dev, je vais avoir les logs des bugs, alors qu'en prod, évidemment, je les veux pas. Une erreur, ça peut être de créer deux images différentes, une avec les logs des bugs activés et une autre sans les logs des bugs, par exemple. Et ça, c'est une mauvaise pratique, parce que un des avantages justement de Docker, c'est de pouvoir utiliser la même image partout, la même image en développement et puis en production, et pour pouvoir avoir un comportement qui est consistant sur tous les environnements et sur tout le matériel différent. Et si je commence à faire ça, si je commence à faire des petites modifications d'un environnement à l'autre, je roule pas la même chose en développement et en production. Et ça mène petit à petit, ça mène à des problèmes
du style ah bah j'ai un bug en production que j'arrive pas à reproduire en dev. C'est justement pour ça qu'on a inventé Docker à la base, c'est pour pouvoir éviter d'avoir ces différences d'un environnement à l'autre justement. Et donc pour éviter ça, on va faire en sorte que notre application, elle se configure avec des variables d'environnement, et comme ça on peut avoir la même image en développement et en production, et en fonction des variables d'environnement que je vais passer, par exemple je peux lui passer une variable d'environnement qui lui dit log debug égale true, et dans ce cas-là, mon application va faire en sorte d'activer les modes debug si cette variable d'environnement elle est présente ou elle est à true ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, on peut faire ça si c'est nous qui créons l'application, mais si c'est une application qui est faite par quelqu'un d'autre, si c'est Nginx par exemple, et ben ce qu'on peut faire, c'est utiliser des serveurs de configuration, donc des trucs comme etcd, comme consul ou des choses comme ça, qui vont faire en sorte que notre conteneur va aller récupérer sa configuration au moment où il démarre. Donc en fonction justement d'une variable d'environnement, on va avoir une variable qui va dire, qui va nous donner l'environnement, donc on va dire environnement égale dev, et bien notre application, notre conteneur, elle va aller chercher la configuration dont elle a besoin dans notre serveur de configuration et puis rouler avec ça. La troisième erreur ou chose à éviter, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, les chiffres c'est juste moi qui les ai inventés, c'est pas du plus grave au moins grave, mais souvent quand on commence à utiliser Docker, par exemple on veut développer une application, et puis on crée un Dockerfile pour notre application, et donc dans notre Dockerfile, on copie notre application dans notre Dockerfile, et puis ensuite on build notre image, on la démarre, et on a notre application qui tourne sur notre ordi, ok super, ça marche, très bien. Maintenant si on est en train de développer sur notre machine, et qu'on veut faire une petite modification de notre code, on veut juste tester un truc, on veut rajouter une ligne ou quelque chose comme ça, et ben je dois rebuilder mon image de zéro pour pouvoir la tester, pour pouvoir la faire fonctionner dans un conteneur. Et ça, si on veut itérer, si on veut vraiment développer et puis faire pas mal de tests, et ben c'est super chiant parce que si ça prend, je sais pas, même si ça prend juste 30 secondes pour builder notre image, et ben c'est 30 secondes, on est là en train d'attendre de builder alors qu'on a changé juste un caractère quelque part, quoi. Donc c'est vraiment super chiant. Ce qui est beaucoup plus pratique de faire, c'est d'utiliser des volumes, et donc au lieu de rebuilder une image à chaque fois, et ben on va prendre le dossier qui contient notre application sur notre ordi et on va le mapper à un volume dans le conteneur, ce qui fait qu'on va pouvoir modifier notre application en temps réel dans notre ordi avec nos outils habituels, et puis automatiquement en temps réel ça va être changé dans notre conteneur et on va pouvoir faire nos tests comme ça. Donc on peut à la fois avoir notre application dans Docker et à la fois utiliser les outils avec lesquels on est habitué. Ce qu'on peut même faire, c'est utiliser l'image qu'on a créée avec laquelle on a mis notre application et mapper le volume à l'endroit où il y avait l'application, et ce que ça va faire, c'est que ça va écraser entre guillemets l'application qu'il y avait dans l'image par le volume qu'on vient de mapper. Et donc comme ça, on peut utiliser la même image avec toutes les mêmes autres choses qu'on a mis dans notre conteneur, mais avec le code qui est mis à jour en live et qui vient de notre ordi, quoi. La quatrième chose à éviter quand on construit une image, c'est par exemple, je suis en train de faire une image pour une application, donc j'installe des outils pour pouvoir builder mon application. Peut-être que je vais avoir besoin de GCC pour la builder, peut-être que je vais avoir besoin de Git pour pouvoir récupérer un repo de quelque part. Bref, peut-être que je vais avoir besoin de pas mal d'outils juste pour pouvoir la builder ou compiler ou quoi que ce soit l'application que je vais avoir dans mon conteneur à la fin. Et une erreur qui est courante, c'est de laisser tous ces outils dans l'image finale. C'est bien d'avoir tous ces outils au départ, en fait c'est même pas bien, c'est peut-être qu'on est obligé d'avoir tous ces outils pour pouvoir construire notre application, mais on veut pas qu'ils soient dans l'image finale parce que non seulement ça fait que notre image finale elle va être plus grosse que ce qu'elle a besoin, et parfois ça fait une très très grosse différence, et deuxièmement, ça pose aussi un risque de sécurité parce qu'on va avoir une image qu'on va tourner en production et qui se retrouve à avoir des outils de développeurs, qui se retrouve à avoir des outils de compilation, des choses qu'on n'a pas du tout envie d'avoir en production parce que ça n'a pas du tout sa place là-bas. Et donc pour éviter ça, il y a un petit peu deux manières. La première manière, la plus simple, on va dire, la première qui va nous venir à l'esprit, ça va être de supprimer tous ces outils-là. Donc c'est-à-dire que tous les outils que j'installe, il faut que je pense dans mon Dockerfile à les enlever après. Mais ça peut être un petit peu difficile parce que parfois on installe un package, on ne sait pas trop ce que ça fait, hein, ça met des fichiers à droite à gauche, on ne sait pas trop où. Et une manière qui peut être plus simple, c'est d'utiliser les multi-stage builds. Donc ça, c'est une technique un petit peu avancée, entre guillemets, où on va avoir une première partie, où on va justement installer tous les outils qu'on a besoin, pour pouvoir créer, builder notre application, notre binaire. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une deuxième image qui va utiliser les artefacts de la première image. Donc on va dire par exemple que juste le binaire qu'on a eu à la fin de notre première image, ça va être ça notre artefact, ça va être ça ce qu'on va garder. Et on va prendre ce fichier-là et le mettre dans la nouvelle image qui, elle, part de 0. Et donc on se retrouve avec une image qui est clean et qui a juste le résultat de la première image.
Et donc, on a un gros gain d'espace disque parce qu'on n'a pas eu à installer un milliard de trucs, et on a un gros gain en sécurité parce qu'on n'a pas des outils de debug et des outils de compilation qui se baladent dans nos images, dans nos conteneurs en production. La cinquième chose à éviter, qui est un petit peu liée à ce dont on vient de parler, c'est le fait de supprimer des choses dans un layer qui est différent de celui dans lequel on vient de le créer. Ça, c'est une phrase super compliquée pour dire que, par exemple, on veut installer un package, donc on va faire un apt-get update qui va télécharger un milliard de trucs, un apt-get install quelque chose qui va installer un autre milliard de trucs. Et donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'après avoir installé notre package, on va vider le cache d'apt parce que ça peut prendre quand même pas mal d'espace. Mais si on fait ça avec une deuxième commande run, donc si on se souvient, dans notre Dockerfile, on a plein de commandes run qui sont chacune des étapes qu'on veut faire pour construire notre image. Si dans une étape, je fais mon apt-get update et install, et que dans une deuxième étape, je fais mon RM pour pouvoir vider mon cache apt, et ben en fait, ça va pas faire ce qu'on pense. Quand on va utiliser notre image, effectivement, le cache apt va être vide. Par contre, si on a fait ça pour pouvoir gagner de l'espace, et ben en fait ça va pas marcher, parce qu'à chaque fois qu'on fait une commande run dans notre Dockerfile, et ben ça crée un nouveau layer. Et chaque layer est basé sur les layers précédents. Ce qui fait que quand dans un layer j'efface quelque chose, et ben le layer où j'ai effacé mes fichiers, il a quand même besoin de tous les layers précédents pour pouvoir faire une image cohérente. Et donc en fait, c'est un petit peu comme dans Git, où si je rajoute un fichier dans mon repo Git et que je l'efface, et ben mon repo Git il n'est pas devenu plus petit, parce que mon fichier est toujours dans l'historique. Et donc en fait, ce qui se passe au final avec l'image, c'est qu'on n'a plus accès au fichier, on le voit plus, mais il est quand même là quelque part dans les layers plus haut. Et donc si on veut vraiment gagner de l'espace pour avoir une image qui est plus petite au final, ce qu'il faut faire, donc il y a deux solutions. Soit ça va être d'utiliser le multi-stage build, comme on a parlé dans la partie juste avant, soit ça va être d'effacer les fichiers qu'on n'a pas besoin dans le même layer qu'on les a créés. Donc concrètement, ce que ça veut dire, au lieu d'avoir deux commandes run, une pour faire mon install et une pour vider le cache, il faut que dans ma commande où j'installe, à la fin de cette commande-là, il faut que je rajoute end, rm, puis que pour effacer le cache là où il y a besoin de l'effacer. Parce que comme ça va être dans le même layer, et bah, ça va faire qu'au final, comme le layer est créé à la fin de la commande, quand toute la commande est exécutée, donc les fichiers qui ont été créés et effacés dans la même commande run, et bah, ils vont pas être dans le layer, et donc c'est là où on va économiser de l'espace sur nos images. La sixième chose qu'on veut éviter à faire, ça commence à faire beaucoup. Donc au départ de notre Dockerfile, on va avoir from avec le nom de l'image sur laquelle on va se baser pour pouvoir créer notre nouvelle image. Et si on met le nom de l'image, mais que on met pas de tag, et ben automatiquement ça va prendre latest, donc la dernière version de cette image-là. Ça peut marcher au moment où on va le faire, mais le problème avec ça, c'est que on va avoir un Dockerfile qui va marcher aujourd'hui, mais dans 3 mois, si je rebuild ce même Dockerfile, et ben potentiellement il va pas être pareil parce qu'il va partir d'une image qui est différente. Et donc ça c'est quelque chose qui est valide même en développement, quand on utilise des modules, des librairies, des choses comme ça, et ben on veut toujours fixer la version exacte qu'on utilise, même si c'est la dernière. Même si c'est la latest, et ben on veut pas utiliser le tag latest, ou encore pire, ne pas mettre de tag. On veut aller regarder, par exemple, si on veut la dernière image Java, et ben on va aller sur le Docker Hub, on va regarder c'est quoi la dernière image Java. En fait, latest, c'est un tag qui pointe vers une autre image qui, elle, a un nom de tag. Peut-être ça va être, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, 5.4.2- quelque chose. Et ben c'est celui-là qu'on veut, c'est même si c'est celle-là la dernière image, on veut pas utiliser le tag latest, on veut utiliser le tag 5.4.2, blablabla. Parce que comme ça, quand je vais prendre mon Dockerfile dans 6 mois, je vais pas avoir de différence, je vais me baser exactement sur la même image que je l'avais fait il y a 6 mois. Et donc le fait de faire ça, ça rend notre image immutable, ça élimine les possibilités de variation. Et donc si tu découvres Docker, ou tu as commencé à utiliser un petit peu, et puis peut-être que tu te reconnais dans certaines des mauvaises pratiques qu'on vient de citer aujourd'hui, et bien justement je viens de sortir ma formation sur Docker. Et donc cette formation va te permettre de comprendre vraiment profondément comment fonctionne Docker, quelle est la philosophie derrière, qu'on a vu qui est quand même très différente de quand on utilise des machines virtuelles, ou encore pire quand on utilise des serveurs physiques, et va permettre aussi de pratiquer pour vraiment que ça rentre
et que ça devienne un réflexe, et puis que ça devienne un outil que tu peux utiliser tous les jours sans même y penser, et qui va être super pratique. Un autre avantage, c'est que Docker c'est de plus en plus utilisé, donc le jour où ton entreprise ou ta future entreprise se met à utiliser Docker, et bah tu seras prêt et tu seras chaud pour pouvoir commencer à utiliser Docker. Et donc pour le lancement de la formation, il y a 50% de réduction, mais c'est que pour la première semaine, donc il te reste un petit peu moins de 2 jours, ça finit à mercredi minuit, donc c'est le premier lien dans la description, et puis on se retrouve dans la formation, et puis salut, à plus.